Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des tests sur la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles, dont je vous laisse apprécier le caractère épuré du sommaire. Et on attaque tout de suite avec votre première décomposition en éléments simples. Voilà une fraction rationnelle à coefficient réel avec deux pôles simples réels, le dénominateur est déjà factorisé, et un zéro simple réel. Donc le graphe il ressemble à ça. Attention, ici il y a une branche qu'on ne voit pas parce qu'elle est trop basse. Voilà, on la voit ici apparaître. On voit le zéro simple et les deux pôles en 2 et en 3. Mais le but là, ça n'est pas de représenter le graphe, c'est d'exprimer cette fraction rationnelle comme une somme de deux éléments simples. Et pour ça, on va aller chercher les équivalents au voisinage des pôles. Et tout de suite une première question, a-t-on R de x équivaut à a sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 pour une valeur de a? Et si oui, laquelle? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est oui, et la valeur de a, c'est 15. Pourquoi? Eh bien parce que l'équivalent d'un produit ou d'un quotient, c'est le produit ou le quotient des équivalents. 5x, quand x tend vers 3, y tend vers 15. Donc divisé par 15, y tend vers 1. Donc il est équivalent à 15. x moins 2, quand x tend vers 3, y tend vers 1. Donc il est équivalent à 1. Et ça nous donne notre équivalent. Question suivante. On soustrait, on enlève à R de x son équivalent en 3. Question. Le résultat de cette soustraction est-il négligeable quand x tend vers 3 devant l'équivalent? Parce que négligeable devant, on s'en fiche d'un facteur 15 près. Donc la question est bien, cette différence est-elle négligeable quand x tend vers 3 devant l'équivalent en 3? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que être équivalent, c'est être égal à un facteur multiplicatif proche de 1 près. De plus en plus proche de 1 quand x tend vers 3 ici. Donc allez, ça veut dire, pour fixer les idées, être égal à 1% près. Ou quand x se rapproche encore plus de 3, à 0,1% près, etc. Ah bah si ces deux quantités sont égales à 1% près, leur différence, elle ne pèse plus que 1% de l'une ou de l'autre des deux quantités. Donc là on a écrit petit o devant la deuxième, au facteur 15 près dont on se fiche, mais on aurait tout aussi bien pu écrire petit o devant R de x. Et ça figure même dans les notes de cours. Deux fonctions sont équivalentes si et seulement si leur différence est négligeable devant l'une, ça pourrait être l'autre, fonction. Question suivante. Cette fraction rationnelle a-t-elle un pôle en x égale 3? Au passage, il s'agit bien d'une fraction rationnelle puisque c'est la différence de deux fractions rationnelles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est non. Et je vais redonner une justification rapide. Si vous voulez une justification très détaillée, très précise, je vous renvoie aux notes de cours. C'est non parce que si cette différence avait un pôle en x égale 3, alors dans l'expression de cette différence, de cette fraction rationnelle, après réduction au même dénominateur et mise sous forme irréductible, c'est-à-dire sans facteur commun au numérateur et au dénominateur, eh bien on aurait, un peu comme pour R de x, au numérateur un polynôme qui ne s'annule pas en x égale 3, et au dénominateur un facteur x moins 3, au moins à l'exposant 1,
fois un autre polynôme qui ne s'annulerait pas en x égale 3. Et par conséquent, en raisonnant comme pour R de x, on aurait un équivalent de la forme une constante divisée par x moins 3 à un exposant entier au moins 1. Donc quelque chose qui explose en constante divisée par la distance au pôle, au moins, si ce n'est la distance au pôle au carré, au cube, au moins constante sur la distance au pôle. Et ça, c'est contradictoire avec le fait d'être négligeable devant 1 sur la distance au pôle. Donc réponse non. Question suivante. Même question que la première, mais pour le pôle 2, en lieu et place du pôle 3, a-t-on R de x équivaut à une constante divisée par x moins 2 lorsque x tend vers 2, et si oui, pour quelle valeur de cette constante? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est oui, et b vaut moins 10. C'est exactement la même justification que pour le pôle 3. Parmi les trois facteurs dans R de x, x-2 vous n'y touchez pas, et les deux autres vous les remplacez par leur valeur quand x égale 2. 10 divisé par moins 1, moins 10. Question suivante. Question analogue à la question 2. Question analogue à la question 3. La fraction rationnelle obtenue en enlevant, en soustrayant à R de x l'équivalent au voisinage de 2, cette fraction rationnelle a-t-elle encore un pôle en x égale 2? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est non à nouveau, comme à la question 3, et pour la même raison. Donc je ne redonne pas l'argument, on passe à la question suivante. Cette fois-ci, on considère la fraction rationnelle obtenue en soustrayant, en enlevant à R de x l'équivalent au voisinage du pôle 3 et l'équivalent au voisinage du pôle 2. Question, cette fraction rationnelle a-t-elle encore un ou des pôles? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est non. C'est non parce que le fait d'avoir enlevé, soustrait les deux équivalents fait que la fraction rationnelle résultante, c'est, comme dans la question 2, un petit taux de 1 sur la distance au pôle au voisinage de chacun des deux pôles. Et par conséquent, cette fraction rationnelle résultante, elle n'a de pôle ni en 3 ni en 2. En soustrayant l'équivalent au pôle 3, on a tué le pôle 3, et en soustrayant l'équivalent au pôle 2, on a tué le pôle 2. Et on n'en a pas rajouté ailleurs, puisqu'on a soustrait ces deux termes qui ne divergent que en 3 et en 2. Donc cette fraction rationnelle, elle n'a plus de pôle. Réponse non. Question suivante. Cette fraction rationnelle qui n'a plus de pôle, est-ce que, par conséquent, du coup, c'est, oui ou non, un polynôme? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Bah oui. Une fraction rationnelle, disons P sur Q, qui n'est pas un polynôme, eh bien, une fois mise sous forme irréductible, c'est-à-dire sans facteur commun au numérateur et au dénominateur, elle a un dénominateur qui est au moins de degré 1, donc qui s'annule au moins une fois, dans le plan complexe, théorème fondamental de l'algèbre. Donc cette fraction rationnelle, elle a au moins un pôle, réel ou complexe. Or notre différence ici, elle n'a aucun pôle, ni réel ni complexe. Les deux pôles réels, on les a tués en enlevant, en soustrayant les équivalents, et ce faisant, on n'a pas rajouté de pôle réel, ni de pôle complexe. Donc, aucun pôle, c'est un polynôme. Question suivante. Ce polynôme tend-il vers 0 à l'infini, quand l'argument tend vers l'infini? Au passage, on n'a pas trop précisé si c'était pour un argument réel ou complexe qui tendait vers l'infini, mais c'est la même réponse. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh ben oui. Pourquoi? Parce que
c'est la somme de 3 termes, enfin, ou la différence. Et chacun des termes, il tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Parce que pour chacun des termes, que ce soit pour ces deux termes-là ou pour le terme r de x, regardez pour r de x, pour chacun des trois termes, le degré du dénominateur est supérieur strictement au degré du numérateur. Donc chaque terme tend vers 0, la somme des trois tend vers 0. Réponse oui. Question suivante. Ce polynôme qui tend vers 0 à l'infini, s'agit-il du polynôme nul? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Bah oui. Un polynôme qui tend vers 0 à l'infini, c'est forcément le polynôme nul. D'abord, c'est forcément un polynôme constant. Parce que si son degré était supérieur ou égal à 1, il tendrait vers l'infini, plus ou moins l'infini, en l'infini. Donc c'est une constante. Et comme la limite c'est 0, cette constante c'est 0. Polynôme nul, réponse oui. En résumé, voilà l'égalité qu'on a obtenue. Et cette égalité, elle s'appelle comment? Elle s'appelle ma première décomposition en éléments simples. Et revoilà l'égalité qu'on a montrée. C'est la même égalité, en faisant passer les équivalents côté droit. On a montré que cette fraction rationnelle était égale à la somme de ses équivalents au pôle. Attention, pour obtenir 0 à la fin, on a utilisé le fait que notre fraction rationnelle initiale avait un dénominateur de degré strictement plus grand que le degré de son numérateur. Mais ce cas-là, on peut toujours s'y ramener, quitte à effectuer d'abord une division euclidienne avec reste du numérateur par le dénominateur. Et je vous renvoie pour ça aux notes de cours. Et on a terminé votre première décomposition en éléments simples. Et bien on passe à la deuxième. Et voici la deuxième fraction rationnelle qu'on va décomposer ensemble en éléments simples. À nouveau, on n'a pas besoin de faire de division euclidienne du numérateur par le dénominateur, puisque le numérateur, il est déjà de degré strictement plus petit que le degré du dénominateur. Donc on n'a pas cette étape préliminaire de division euclidienne à faire. Je vous renvoie, pour plus de précision, aux notes de cours. Vous voyez la différence avec le cas précédent? La différence, c'est que cette fois-ci, on a un pôle double en 1. Et on va voir comment s'en débrouiller. Première question, on va tout de suite voir ce qui se passe au voisinage du pôle double. A-t-on r de x est équivalent à une constante sur x moins 1 au carré quand x tend vers 1? Et si oui, pour quelle valeur de cette constante? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est oui, et la valeur de a c'est 2. C'est exactement le même argument qu'au slide précédent. L'équivalent du produit du quotient, c'est le produit quotient des équivalents. Le facteur x moins 1 au carré, on n'y touche pas. Et les deux autres facteurs, au numérateur et au dénominateur, ils convergent vers une valeur finie lorsque x tend vers 1. Donc leur équivalent en 1, c'est cette valeur. 7x de plus 1 est équivalent quand x tend vers 1 à 8, x plus 3 à 4. 8 divisé par 4 égale 2. Et pour les mêmes raisons, ce résultat, il est vrai de manière générale. Au voisinage d'un pôle de multiplicité 2, une fraction rationnelle diverge comme une constante non nulle divisée par l'écart, la distance au pôle, au carré. Voir les notes de cours pour une présentation plus formalisée. Et en voici une illustration graphique sur l'applet pour une fraction rationnelle qui n'a pas le même numérateur parce que l'applet ne permet pas de créer des pôles complexes. Donc peu importe, le numérateur vaut 1, mais elle a bien au dénominateur un pôle simple en 3 et un pôle double en 1. Et on peut observer, mais en réalité vous l'aviez déjà vu dans le chapitre polynômes et fractions rationnelles, qu'au voisinage du pôle double en 1, la divergence est beaucoup plus forte, beaucoup plus violente qu'au voisinage du pôle simple en 3. Plus le fait que quand on traverse le pôle double, la fraction rationnelle ne change pas de signe, puisqu'il y a deux facteurs qui changent de signe
en même temps. Mais surtout, on voit cette divergence en 1 sur la distance au pôle au carré, alors qu'ici, au voisinage du pôle 3, c'est en 1 sur la distance au pôle. Question suivante. Eh bien, on ne change ni une équipe qui gagne, ni une stratégie qui gagne. Donc on refait la même chose que dans l'exemple précédent. On soustrait, on enlève à la fraction rationnelle son équivalent au voisinage du pôle, ici du pôle double. Question, la différence ainsi obtenue est-elle négligeable devant l'équivalent au pôle, à un facteur multiplicatif près constant? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est oui. Et la justification est la même que celle qu'on avait vue au slide précédent. Si deux fonctions sont équivalentes, leur différence est négligeable devant l'une ou l'autre des deux fonctions. 1 implique 2. Et au passage, même si on n'en a pas eu besoin, la réciproque est vraie, 2 implique 1. Question suivante. L'équivalent au voisinage du pôle 3. Quelle est la valeur de B? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. B égale 4. Toujours le même argument. Les facteurs autres que x plus 3 convergent vers des constantes lorsque x tend vers moins 3. Donc elles sont équivalentes en moins 3 à ces constantes. 64 divisé par 16 égale 4. Question suivante. Alors attention, c'est le moment de vous réveiller. Question un peu plus difficile. Si, comme au slide précédent, on soustrait à la fraction rationnelle R ces deux équivalents au voisinage des deux pôles, la fraction rationnelle qu'on obtient après cette soustraction a-t-elle encore un ou plusieurs pôles? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors en fait, sans faire de calcul, c'est difficile d'être certain de la réponse. Mais en tout cas, on peut dire possiblement oui, et même le plus probable, c'est que c'est oui. Mais que si ce pôle existe, il est nécessairement simple. Pourquoi? Eh bien parce que cette égalité-là, elle vous garantit que lorsque vous avez retiré, soustrait à R de x l'équivalent en 1, la fraction rationnelle obtenue n'a plus de pôle double en 1, double ou de multiplicité plus grande. Ça, elle ne peut pas en avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est négligeable devant l'ordre de grandeur de ce que devrait être sa divergence s'il y avait un pôle double. Autrement dit, on a tué non pas le pôle, mais la multiplicité 2 du pôle. En revanche, il peut rester un pôle de multiplicité 1, parce que le fait d'être négligeable devant 1 sur la distance au pôle au carré, ça n'interdit pas, là je suis revenu au slide précédent, de diverger en constante sur la distance au pôle. Donc ça n'interdit pas qu'il reste un pôle en 1, mais en ce cas, seulement un pôle simple. Question suivante. Attention, la question est là aussi un petit peu plus difficile. Peut-on affirmer que R de x s'exprime sous la forme suivante? L'équivalent au voisinage du pôle 1, l'équivalent au voisinage du pôle moins 3, plus un terme de la forme une constante sur x moins 1, constante à déterminer. Ici, on vous demande juste de répondre par oui ou non, on ne vous demande pas si oui laquelle. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est oui. Pourquoi? Eh bien parce que si vous considérez la fraction rationnelle obtenue en prenant R moins l'équivalent en 1 moins l'équivalent en moins 3, cette nouvelle fraction rationnelle, elle n'a plus de pôle en moins 3. En 1, il reste éventuellement un pôle, mais dans ce cas, il est simple. Et puis ailleurs, il n'y a pas de pôle. Il n'y en avait pas pour R, on n'en a pas rajouté en enlevant les équivalents. Conclusion, soit pour cette expression, il y a un pôle simple en 1, et dans ce cas-là, elle est équivalente lorsque x tend vers 1 à
un élément simple de la forme c sur x moins 1. Attention, pour une constante c non nulle, je répète, parce qu'on a supposé dans ce cas-là qu'il y avait bel et bien un pôle simple en 1, donc c est non nul, et heureusement, sinon on aurait été en risque d'écrire un équivalent à 0, ce qu'il ne faut jamais faire. Et puis, dans le second cas, s'il n'y a pas de pôle en 1, eh bien, il n'y a pas de pôle du tout. Donc, en ce cas, cette fraction rationnelle, comme au slide précédent, on sait que c'est un polynôme. Et comme pour R, le degré du numérateur est strictement plus petit que le degré du dénominateur, R tend vers 0 à l'infini. Et c'est la même chose pour les éléments simples. Donc, ce polynôme, il tend vers 0 à l'infini. Donc, il est nul. Et dans ce cas, cette assertion-là, cette égalité-là est bien valide, mais pour le coup avec c égale 0. Et dans le cas précédent, le premier cas, lorsqu'il y avait un pôle simple en 1, et bien en ce cas, en soustrayant à R de x l'équivalent en 3 et les deux équivalents successifs en 1, l'équivalent principal et puis l'équivalent de ce qui reste quand on a enlevé l'équivalent principal, cette différence-là, elle n'aura plus de pôle, ni en 3, ni non plus, cette fois-ci, en 1. Toujours pour les mêmes raisons, parce qu'en enlevant ce terme-là, c sur x moins 1, vous obtiendrez une différence qui sera au voisinage de 1, un petit taux, non pas de, x moins 1, de 1 sur x moins 1 au carré, mais de 1 sur x moins 1 tout court. Donc il ne pourra plus avoir de pôle en 1. Donc en deux approximations successives, on a tué le pôle en 1. Quant au pôle en moins 3, on a eu besoin que d'un équivalent, que de l'équivalent, pour le tuer. En tout cas, on a tué les deux pôles entièrement. La différence qui reste, c'est donc un polynôme. Et là, on l'a déjà dit tout à l'heure, comme R de x tend vers 0 à l'infini, et que c'est la même chose pour les éléments simples, ce polynôme, il tend vers 0 à l'infini. Donc c'est le polynôme nul. Et on retrouve cette expression, cette fois-ci, pour ces différentes zéros. En résumé, la réponse est oui, et c'est peut-être nul ou pas. Question suivante. La question suivante, ça va consister à déterminer la valeur de C. Et ça, vous avez plein de moyens de le faire. Mais vraiment plein. Par exemple, vous pourriez faire ce calcul-là. Retirer l'équivalent en 1, retirer l'équivalent en moins 3, calculer la fraction rationnelle résultante, prendre son équivalent en 1. Mais ce n'est pas le plus rapide. Vous pourriez aussi donner à x n'importe quelle valeur pourvu que ce soit ni 1 ni moins 3, identifier côté gauche et côté droit, ça vous donnera la valeur de C. Par exemple, x égale 0. X égale 0, ça fait des calculs pas très compliqués, ça vous donne tout de suite la valeur de C. Mais en fait, il y a encore plus malin, plus sioux, c'est d'aller chercher une valeur de C qui simplifie encore plus les expressions que C égale 0. Ah bah, laquelle? L'infini. Plus exactement, l'équivalent à l'infini. Côté gauche et côté droit. Côté gauche, ça fait l'objet de la question 6, qui est une plaisanterie pour vous. Je vous laisse mettre sur pause et répondre rapide comme l'éclair. Et voici la réponse. D égale 7, bien entendu. Numérateur équivalent à 7x2 à l'infini et dénominateur équivalent à x3. Quotient équivalent à 7 sur x. Question suivante. Du coup, quelle est la valeur de C? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C égale 3. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez a priori, à cause de ce qu'on vient de dire, que l'équivalent à l'infini de la somme de ces trois termes, c'est 7 sur x. Or, 2 sur 1 moins x moins 1 au carré, en l'infini, il est négligeable devant 7 sur x. Donc lui, déjà, on peut l'éliminer. Le terme de droite, il est équivalent en plus l'infini à 4 sur x. Et le terme du milieu, il est soit nul si c égale 0, soit si c n'est pas nul. Vous voyez, on fait bien attention à ne pas écrire des équivalents à 0. Si c est non nul, il est équivalent en plus l'infini à c sur x. Et pour que l'équivalent côté gauche 7 sur x soit égal,
enfin plutôt soit équivalent à ce qu'on trouve côté droit. La seule possibilité, c'est que C soit égal à 3. Vous vous souvenez, quand on somme des équivalents ou qu'on en prend des différences, il y a toujours un risque auquel il faut faire attention. C'est le risque que les parties principales s'éliminent. Mais ici, ce n'est pas le cas. Si vous prenez ce terme-là et que vous faites passer ce terme-là de l'autre côté, vous aurez 7 sur x moins 4 sur x. Vous aurez bien quelque chose d'équivalent à 3 sur x. Donc c'est égal 3. Et quant au fait que quand on retire cette expression AR de x, on obtient un polynôme nul. On l'avait vu juste précédemment. Et on a terminé votre deuxième décomposition en éléments simples, avec un pôle simple et un pôle double qu'on a tué en 2 coups, par 2 équivalents successifs, en écrivant ce qu'on peut appeler un développement asymptotique au voisinage de 1. Un peu comme un développement limité, sauf qu'on est en train d'approximer quelque chose de divergent. Donc on l'approxime par des termes grands, mais chaque terme est négligeable devant le précédent, comme dans un développement limité. Il y a un certain nombre de choses dont on n'a pas parlé, et je vous renvoie aux notes de cours pour plus de détails. On n'a pas parlé de parties entières, qui est le cas où, pour la fraction rationnelle initiale, le degré du numérateur est strictement plus grand, supérieur ou égal, au degré du dénominateur. Dans ce cas, en effectuant une division euclidienne avec reste du numérateur par le dénominateur, vous pouvez écrire votre fraction rationnelle initiale comme suit, comme la somme d'un polynôme qui est le quotient, qu'on appelle la partie entière, et puis de ce qui reste, c'est-à-dire une fraction rationnelle dont le numérateur, c'est le reste de la division euclidienne. Et ce reste, il a un degré strictement plus petit que le degré du diviseur. La Q, c'est le diviseur, c'est pas le quotient, attention en notation. Et puis, on n'a pas parlé de pôles complexes, mais pour les pôles complexes, vous pouvez appliquer exactement la même méthode que celle qu'on a mise en œuvre pour les pôles réels, sauf qu'ensuite, si votre fraction rationnelle est à coefficient réel, on peut vouloir rassembler les éléments simples associés à ces pôles complexes par paires complexes conjuguées, ce qui permet d'obtenir des éléments encore qualifiés d'éléments simples un tout petit peu plus compliqués, dits de deuxième espèce, mais qui ont le bon goût d'être à coefficient réel. Je vous laisse découvrir tout ça dans les notes de cours. Pour ce fichier de test, c'est terminé. Merci pour votre attention et bravo!